Alors avant d'entrer dans le vif de cet entretien avec Jean-Marc Bonnet-Bidot, il peut être utile de rappeler quelques notions essentielles. Si vous êtes à l'aise avec les notions de la cosmologie, vous pouvez regarder directement l'entretien car la vidéo est chapitrée. Pour les autres, voici quelques repères de base nécessaires pour suivre l'échange qui va suivre. Alors contrairement à ce que l'on entend souvent, le Big Bang n'est pas une théorie, mais un modèle. En science, une théorie est un cadre conceptuel qui a été testé et vérifié. Une théorie repose donc sur des principes fondamentaux, comme des lois scientifiques, une cohérence logique et mathématique interne, une capacité à produire des prédictions testables. On peut citer par exemple un modèle est une construction souvent simplifiée, souvent mathématique, qui applique une théorie à un domaine ou un phénomène spécifique. Il sert à représenter, décrire ou simuler une situation concrète, souvent avec des hypothèses idéalisées. Un modèle est un outil qui sert surtout à calculer et à prédire, mais il ne prétend pas refléter la réalité. Ainsi, dire que le Big Bang est une théorie est un abus de langage. Le Big Bang est un modèle fondé sur la théorie de la relativité générale et enrichi d'éléments empiriques, parfois spéculatifs, pour coller aux observations. Aujourd'hui, il est le modèle cosmologique dominant pour décrire l'évolution de l'univers. Selon ce scénario, l'univers observable a émergé d'un état extrêmement chaud et dense il y a environ 13,8 milliards d'années, et depuis, il est en expansion continue. Les astrophysiciens s'appuient sur 3 piliers pour valider ce modèle. Tout d'abord, le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies, ce qu'on appelle le redshift. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Deuxièmement, il y a le rayonnement de fond cosmologique. Et troisièmement, la proportion d'éléments légers, formés peu après l'origine, comme l'hydrogène, l'hélium, qui ont besoin de conditions physiques extrêmes pour se former, et que l'on croit avoir trouvé dans les conditions qui régnaient au moment de ce qu'on appelle le Big Bang. Alors il faut bien comprendre que ces observations nécessitent d'être interprétées. Elles ne parlent pas d'elles-mêmes, et on pourrait très bien les interpréter autrement. Pour expliquer certaines incohérences du modèle, les cosmologistes ont introduit 2 entités hypothétiques. Tout d'abord la matière noire, c'est-à-dire une masse invisible qui ne réagit pas avec la matière ordinaire, qui elle est composée d'atomes. Cette matière inconnue est nécessaire pour expliquer entre autres les rotations des galaxies sur elles-mêmes, ainsi que le comportement des galaxies dans les amas de galaxies. Deuxièmement, on a introduit l'énergie noire depuis 1998. C'est une forme d'énergie totalement inconnue qui agirait à grande échelle et contre la gravité pour accélérer l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, les spécialistes considèrent que ces 2 entités constitueraient 95% du contenu de l'univers. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai déjà réalisées sur ces sujets. Dans le cadre de la physique des particules, il a été prouvé que chaque particule de matière possède une antiparticule. Même masse, mais de charge électrique opposée. Par exemple, l'antiparticule de l'électron est le positron, identique mais chargé positivement. Selon les lois de la physique connue, le Big Bang aurait dû produire autant de matière que d'antimatière. Or, nous vivons dans un univers exclusivement composé de matière. L'antimatière, elle, a quasiment disparu. Nous disons quasiment, car on arrive à la reproduire en laboratoire, et notamment dans les grands accélérateurs de particules. Cette asymétrie matière-antimatière est aujourd'hui l'un des grands mystères non résolus du modèle cosmologique proposé par le Big Bang. On suppose qu'il s'est produit très tôt
un léger déséquilibre dans les lois fondamentales, mais ce mécanisme reste inexpliqué à ce jour. L'inflation est une hypothèse introduite dans les années 80 pour corriger certains problèmes fondamentaux du modèle de Big Bang, et notamment pourquoi des régions très éloignées de l'univers ont-elles la même température alors qu'elles n'ont jamais été en contact entre elles. L'idée de l'inflation est la suivante. Dans les premières fractions de seconde, alors on parle de 10 puissance moins 32 secondes juste après le Big Bang, et bien dans cette courte période, l'univers aurait connu une expansion extrêmement brutale et rapide, bien plus rapide que l'expansion actuelle. Cela aurait lissé l'univers et résolu les problèmes évoqués. Mais cette inflation reste purement hypothétique. On ignore son origine physique exacte, elle n'a jamais été observée directement, et elle nécessite l'introduction de nouvelles particules, comme l'inflaton, que nous n'avons jamais observé jusqu'à présent, même dans les accélérateurs de particules. Alors c'est pareil, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie toujours à la vidéo que j'ai consacrée à ce phénomène. Alors Jean-Marc Bonibido ne rejette pas la science ni la cosmologie. Il remet en question la manière dont le modèle de Big Bang est présenté comme achevé et incontestable, alors qu'il repose sur des hypothèses non vérifiées, des ajustements successifs et une histoire scientifique plus chaotique qu'on ne le dit. Autrement dit, on présente au public un modèle empirique, fragile et ajusté, comme une théorie établie et achevée. Ce que vous allez entendre, c'est donc une invitation à replacer la cosmologie dans sa dynamique historique et épistémologique. Il s'agit d'un exercice salutaire qui a le mérite de montrer au public comment fonctionne la recherche scientifique avec ses convictions, mais aussi avec ses doutes. Monsieur Bolé-Bidou, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA et fin connaisseur de l'histoire des idées en cosmologie. Et en 2021, avec Thomas Lepelletier, vous avez publié Big Bang, Histoire critique d'une idée. Dans cet ouvrage, vous proposez une relecture rigoureuse, documentée, parfois dérangeante, du modèle cosmologique dominant. En revisitant un siècle de théories d'ajustement, de controverses oubliées, vous nous invitez à ne pas confondre progrès scientifique et récit bien ficelé. Alors dans cet entretien, nous allons justement interroger la robustesse réelle du modèle de Big Bang, sur les hypothèses qui le soutiennent, et sur l'importance de préserver un esprit critique en sciences. Alors ma première question justement, vous montrez dans votre livre que le modèle de Big Bang a été constamment justement ajusté pour rester compatible avec les observations. On a notamment rajouté donc la constante cosmologique que Einstein au départ avait supprimée, et on l'a remise pour des raisons que vous nous expliquerez. On a ensuite parlé et rajouté l'inflation, dernièrement la matière noire et plus récemment l'énergie noire. Alors peut-on encore parler justement d'un modèle prédictif, ou est-ce que c'est devenu un système auto-ajustable de moins en moins falsifiable? Oui, bien sûr, c'est la question que pose le Big Bang. D'ailleurs, en fait, on lui accorde le terme plutôt de modèle que de théorie, et c'est important de le souligner. C'est-à-dire, c'est un scénario qui est reconstruit en partant du présent, en remontant dans le passé, mais qui ne part pas de bases axiomatiques, comme on le fait généralement dans une théorie. On pose les bases et ensuite, on fait des prédictions pour ce qui se passe dans l'univers. Donc, c'est simplement un scénario. Et au fond, au départ, il était assez convaincant parce qu'effectivement, il y avait des éléments qui convergeaient. Je parle là d'à peu près des années 60, hein, juste après la guerre, où il a commencé à avoir cette renommée d'être un système capable de décrire l'univers. Et puis ensuite, petit à petit, en fait, coincé dans une espèce de scénario assez serré, puisque finalement, on remontait et il fallait que tout se passe dans un temps très, très, très contraint. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés qu'affrontait ce modèle.
On a voulu les corriger finalement en complexifiant l'équation, hein, qui décrit, il n'y a qu'une équation en fait dans le cadre du Big Bang qui décrit l'univers. Et cette équation est établie évidemment avec des contraintes très très strictes pour qu'on puisse trouver une équation, solution de l'univers dans la relativité d'Einstein. Il faut considérer, sinon on n'arrive pas à trouver de solution, que l'univers est uniforme, homogène. Donc c'est une vision de l'univers très très théorique et qui correspond assez mal finalement à l'univers observé. On s'est contenté de cette hypothèse-là pendant longtemps, mais néanmoins, elle a commencé à créer des problèmes. On pourrait revenir sur les différentes étapes. Et devant ces problèmes, au lieu de remettre en cause peut-être le fondement même de l'hypothèse du scénario, on a préféré, disons, ajuster des paramètres de l'équation en rajoutant des paramètres qui n'existaient pas, enfin, au départ. C'est d'ailleurs le premier exemple que nous a donné Einstein, puisque lui-même l'a fait en rajoutant un terme dans son équation. Et en faisant ça, on a mis le doigt dans un engrenage infernal. Parce que chaque paramètre qu'on a rajouté déséquilibrait encore plus le modèle, le scénario, et à ce moment-là, il a fallu compenser par d'autres choses. Alors, je pourrais effectivement, si vous le souhaitez, expliquer un peu comment ça s'est passé, mais c'est vrai que c'est ce scénario de plus en plus, qui était en fait une espèce d'esquisse un peu enfin, simple, qui a été donnée et qui avait la valeur de la simplicité, est devenu ce qu'on appelle vulgairement une usine à gaz, c'est-à-dire des choses, effectivement, on est obligé de rajouter, et là c'est important parce que pour un physicien comme moi, hein, c'est que la physique doit se confronter au réel. Si on invente des quantités qui n'existent pas, là, on s'écarte totalement du domaine de la physique, puisqu'on décrit quelque chose qui est fantomatique, hein. Les deux conceptions majeures du modèle du Big Bang à l'heure actuelle, qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire, sont complètement fantomatiques. Elles n'existent que dans l'idée et dans les équations des astrophysiciens. Mais on n'a trouvé aucune trace directe de la matière noire et de l'énergie noire. Oui, on Donc va y voilà. revenir. Oui, oui. Le scénario de Big Bang nous a montré que l'univers avait une histoire. Alors, on peut le décrire comme ça. C'est vrai que c'est l'hypothèse de base, mais en fait, on peut aussi remettre en question cette conception d'histoire de l'univers. C'est-à-dire, enfin, ce serait peut-être ça d'ailleurs, qu'il faudrait avoir comme attitude, se dire, et si finalement on s'était trompé, qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire? Si vous reprenez, c'est très intéressant parce que aujourd'hui même, hein, je parle des derniers mois, on est confronté à une vraie impasse conceptuelle. On avait dit l'univers a une histoire et on remonte. On s'était persuadé que tout ce qu'on voyait dans le passé, parce que la lumière mettant un certain temps à nous parvenir, finalement, en observant loin, on observe le passé. Ça, c'est la règle générale de la cosmologie actuelle. On s'était persuadé qu'on observait un univers différent de ce qu'on avait localement. Bon, on s'était persuadé par des choses qui étaient assez difficiles à démontrer quand même. Donc, je me suis dit, bon, on est sur la bonne voie. Si l'univers, il y a quelques milliards d'années, est différent de celui d'aujourd'hui, ça veut bien dire qu'il a une histoire. Aujourd'hui, mais dans ces derniers mois, on est confronté aux résultats du James Webb Telescope, qui est ce grand télescope dans l'espace, qui nous montre quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans le lointain passé. Il faut se dire que ce que voulait faire le James Webb, c'est aller dans un lointain passé pour nous montrer qu'au début, il n'y avait que du gaz. Parce que, effectivement, pour former une étoile, pour former une galaxie, il faut du temps. Si nous remontons, et nous sommes à l'heure actuelle avec le James Webb à quelques centaines de millions d'années, voire 50, 60 millions d'années après le début de l'expansion, là, on devrait trouver du gaz. Parce que les étoiles n'ont pas pu se former, les galaxies n'ont pas pu se former, il faut un certain temps pour le faire. Or, nous trouvons, à l'heure actuelle, aujourd'hui, des galaxies, des milliards d'étoiles rassemblées dans l'univers comme nous observons, qui de plus ressemblent fortement à notre galaxie, qui sont des galaxies spirales, sur laquelle on est tous d'accord qu'il faut beaucoup de temps. Il faut non seulement former des étoiles, il faut qu'elles s'effondrent dans un disque, il faut qu'elles forment des belles spirales. Et là, on est en contradiction avec le calendrier prévu. Non seulement on n'observe pas, mais ça contredit l'histoire qu'on voulait raconter. Et c'est intéressant parce que c'est quand même là le point vraiment qui va sans doute faire basculer les choses vers un autre modèle, je pense. Pour l'instant, on est bien d'accord qu'effectivement, l'univers est en expansion, sans parler pour l'instant de son accélération, mais les galaxies qu'on observe, d'après Edwin Hubble, elles sont donc s'éloignent de plus en plus de nous, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent rapidement. Ça suppose quand même que donc dans le passé, tout ça était regroupé et que l'univers était plus petit. Là-dessus, on est d'accord.
Pas forcément, pas forcément. Vous savez bien que justement au début de l'histoire de la cosmologie, enfin pas tout à fait au début de l'histoire, mais dans les années 50, il y avait un modèle concurrent de celui du Big Bang qu'on appelait le modèle de l'état stationnaire, qui ne disait pas qu'on remontait vers un univers dense. Il disait simplement que l'expansion était entretenue par une création continue de matière. Au lieu de créer la matière tout au début, que ce que fait le Big Bang, on supposait que la matière se crée et d'une certaine façon faisait gonfler l'univers indéfiniment. Il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. Donc il n'y avait pas cette histoire à raconter. C'était un univers qui se renouvelait sans cesse. La question essentielle étant comment fabriquait-on la matière, etc. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais donc, il y a d'autres chemins pour penser l'univers. Nous sommes habitués parce que nous sommes pratiquement nés et nous avons vécu toute notre vie avec le Big Bang. Mais peut-être que demain, effectivement, on mettra en chantier d'autres hypothèses complètement différentes et on verra que nos observations actuelles s'inséreront dans ce modèle-là avec d'autres raisons que celles que l'on donne actuellement. Hmm. J'entends bien qu'effectivement, donc il y a d'autres scénarios, notamment l'univers stationnaire, qui pourraient expliquer ce que l'on observe. Mais je voulais insister davantage sur cette idée que si on essaie de préserver l'expansion de l'univers tel qu'on la connaît aujourd'hui, et que donc dans le passé, donc l'univers était plus petit et plus dense, est-ce que justement les observations de James Webb, là, qu'il observe dans des galaxies, on va dire dans un temps très jeune de l'univers, qui sont déjà formées comme celles qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que ça ne pourrait pas, par exemple, sauvegarder le modèle, chose justement qu'on essaie de faire aujourd'hui, et de se dire, par exemple, que peut-être que l'estimation de l'âge de l'univers n'est pas bonne, et que ce temps très court qu'on estime pour l'instant entre le Big Bang et la formation de ces premières galaxies n'est pas bon, et qu'il faudrait peut-être le rallonger pour que les galaxies aient le temps de se former. Oui, enfin, c'est même, c'est indispensable à ce moment-là. Là, on peut se poser la question. Effectivement, la cosmologie fait un exercice assez compliqué parce que nous n'avons comme observation que une vitesse d'expansion. Et nous relions cette vitesse d'expansion à un âge, et c'est ça la complexité. Donc, si effectivement, pour l'instant, nous avons considéré que l'expansion était uniforme, éventuellement un peu accélérée, il y avait une relation directe entre la vitesse et la distance. Enfin, c'est ça qu'on fait dans de cette façon. Si vous imaginez que quelque chose perturbe ça, mettons par exemple, comme on mesure la vitesse en plus par un dispositif différent qui n'est pas réellement une vitesse, on mesure jamais la vitesse d'une galaxie lointaine, surtout en mesurant sa position à deux temps comme on le ferait pour une voiture, mais on le fait par un dispositif qu'on appelle le décalage vers le rouge. La lumière, évidemment, subit en fonction de l'expansion un décalage, donc on reconstitue ça comme ça. Et donc, si vous imaginez que ce décalage vers le rouge, mettons, est perturbé par quelque chose et modifié par quelque chose, à ce moment-là, notre échelle de temps va varier. Mais c'est aussi une modification fondamentale, effectivement, à l'image du Big Bang classique. Mais toutes ces étapes seraient à reconsidérer dès aujourd'hui. Enfin, elles auraient dû l'être depuis très très longtemps. Il se trouve qu'on a voulu un peu trop longtemps conserver une image assez idyllique et assez simple. Et de fait, la nature est toujours un peu piégeante parce qu'elle n'est jamais aussi simple qu'on ne le pense. Et Hmm. mais évidemment qu'on est obligé. Aujourd'hui, je pense qu'on est totalement obligé parce que on a espéré et les ordinateurs nous permettaient beaucoup de faire ça. C'est pour ça que ça a euh, un peu perturbé la façon dont les astrophysiciens et les astronomes, on pourrait dire, réfléchissaient jusqu'à maintenant avec beaucoup d'intuition d'une certaine façon. Avec les modèles d'ordinateurs, on pouvait mettre une matière noire qu'on connaissait pas. On la distribuait comme on le voulait. On faisait tourner des modèles d'ordinateurs. Et puis on arrivait finalement à former des galaxies parce qu'on savait ce qu'on voulait obtenir. Donc on arrive toujours à faire un programme d'ordinateur qui va vous reproduire ce qu'on veut obtenir. Mais c'est pas ça qui donnait une démonstration. Vous voyez, Oui, et on se rend compte que justement, la démonstration n'était pas bonne puisque finalement, on arrive en contradiction. Donc, c'est un raisonnement, c'est la façon dont on raisonne. Et vous imaginez bien que euh, tout- enfin, c'est l'histoire de l'humanité. On crée un modèle qui nous convient et puis on essaye de savoir jusqu'au moment où il tient. Le Big Bang, à mon sens, est dépassé d'une certaine façon. hmm. Oui, c'est l'idée justement que vous expliquez et que vous défendez dans votre ouvrage. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez évoqué. Si on considère l'univers stationnaire, comment expliquer justement bah, le redshift qu'on voit sur les galaxies?
Ben, l'expansion, elle est bien, elle existe bien dans le mode. Encore une fois, je ne pense pas que je ne suis pas un partisan d'un autre modèle que le Big Bang qui chercherait à décrédibiliser Hmm. l'État stationnaire a montré ses limites aussi, hein. Il y a eu pas mal d'anomalies qui ne pouvaient pas être expliquées. Je ne suis pas sûr que ce serait pas intéressant d'essayer de le reprendre quand même. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais le modèle de l'État stationnaire maintenait que l'expansion produisait des décalages vers le rouge. Il y avait des galaxies lointaines qui s'éloignaient de nous et qui continuaient à s'éloigner. Donc ça ne remettait en rien en cause le schéma de l'expansion. Simplement, c'était la D'accord, cause oui. de l'expansion qui n'était pas la même. Oui. C'est Le, l'expansion. l'univers pourrait effectivement être toujours, avoir toujours le même aspect, mais être en expansion, c'est ça. Ah non, c'est bien sûr, bien sûr. Hein. On ne pouvait pas remettre en. La découverte de fameux Edwin Hubble, elle a été avérée, et pour le coup vraiment avérée, puisque Hmm. finalement, plus on a observé des objets lointains, plus on a observé aussi que leur vitesse augmentait. Ce qu'on appelle la loi de Hubble, c'est la chose la plus remarquable parce qu'on aurait pu dire, il avait observé, vous vous rappelez peut-être, à quelques dizaines de millions d'années de nous, hein. Je crois qu'il avait une vingtaine de galaxies Hubble Hmm. pour déterminer sa loi d'expansion. On l'a poursuivi jusqu'à maintenant une grande partie de l'univers observable. Et cette loi, même si elle a des petites inflexions, peut-être accélération, etc., elle est toujours là. C'est-à-dire, plus une galaxie est lointaine, plus elle se décale vers le rouge, la lumière se décale vers le rouge. Ça n'a jamais été remis en question. C'est la donnée fondamentale de la cosmologie. Hmm. Mais même avec cette donnée-là, il est possible de construire un autre modèle que celui du Big Bang tel qu'il est. D'accord, oui. Alors par contre, effectivement, on est dans un modèle qui donc fait appel, on va dire, à de plus en plus d'inconnus, d'hypothèses inconnues qu'on n'arrive pas donc pour le moment à, on va dire, à prouver scientifiquement, quoi, hein. Je pense donc à ce qu'on a dit, notamment l'inflation. On a besoin. Tiens, vous pouvez d'ailleurs expliquer à nos auditeurs pourquoi on a besoin de l'inflation au tout début de l'univers pour. Oui, c'est tout à fait intéressant dans l'histoire de la cosmologie parce que c'est intervenu assez tard. On aurait pu déceler cette anomalie au départ. Il se trouve que on a observé dans la première lumière produite dans l'univers, je vous rappelle, c'est 300 000 ans après le début de l'expansion. Donc la matière, quand elle devient un peu moins dense, laisse passer la lumière et du coup, on voit une première lumière. La lumière existait avant, mais elle était piégée dans la matière. C'est Au moment vous où la parlez matière du fond diffus cosmologique là, hein. voilà, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est considéré, puisque avant, on ne pouvait pas observer, même si on remontait dans le temps plus avant de ces 300 000 ans, on ne pouvait rien voir de lumière, en termes de lumière, particules, on pourrait en discuter. Et donc, cette première lumière a montré qu'elle était relativement très, très homogène. Hmm. Encore, la lumière trace la matière, parce qu'effectivement, c'est un peu ça. On avait une carte d'inhomogénéité de l'univers qui était très plate, extrêmement plate. D'ailleurs, je me rappelle en 1990, quand le satellite COBE a produit cette première, avant le satellite Planck, puisqu'après il y a un Hmm. satellite européen, mais tout le monde dans mon laboratoire était éberlué. On s'attendait à avoir des disparités de température, parce que c'est par le biais de température qu'on voit les disparités de densité, et beaucoup plus grandes, 10 fois plus grandes que ce qu'on observait. Donc tout d'un coup, dans ces années-là, est revenue l'idée, mais comment ça se fait que c'est à ce point homogène, puisque quand même la matière, effectivement, perturbe la disparition. Et on s'est aperçu qu'il fallait créer un dispositif qui rende l'univers aussi homogène. Parce que quand on observe sur la voûte céleste deux régions très lointaines, dans le passé, elles n'ont pas pu communiquer parce qu'elles n'étaient pas en contact. Donc, elles n'ont pas pu se transmettre l'information, prend la même température que la mienne. Pour que deux régions aient la même température, il fait qu'elles étaient en contact à un moment donné. Or, en remontant l'expansion, ça s'aperçoit que ce n'était pas le cas. Donc, on a créé un processus très, très particulier, très, très, enfin, assez hypothétique encore, puisqu'on n'a pas pu le démontrer qu'il existait, d'une expansion, mais phénoménale, alors, qui n'a rien à voir avec l'expansion régulière des galaxies, qui se serait passée en un temps, mais un micro de microseconde, qui aurait tout d'un coup fait gonfler une partie de bulles d'univers dans lesquelles nous sommes, et qui aurait évidemment rendu tout ça homogène, puisque tous ces éléments étaient en contact, puisqu'elles sont venues d'une certaine façon. Donc, cette inflation, c'est ça l'inflation. Hmm. Inflation, ça veut bien se dire, c'est tout d'un coup une augmentation démesurée dans un temps très court. Puis après, on avait repris le cours de l'expansion naturelle avec l'équilibre entre la matière et la lumière et la gravité. Et donc, en fait, cette inflation,
a déséquilibré un petit peu la façon dont on envisageait l'univers. Parce que pour que l'inflation marche, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut que l'univers ait une densité assez forte qu'on appelle la densité critique, une densité dans laquelle finalement la gravité de la matière est juste égale pour compenser l'expansion, du façon que l'expansion soit régulière. Mais avoir à l'époque, dans l'univers, les astronomes qui faisaient leur boulot tranquillement, mesuraient les galaxies, les étoiles, faisaient un bilan, et on avait par rapport à cette densité critique, on était bien loin de ça, on était 10 fois moins. On n'avait que 10% de cette densité critique. Quand on mesurait, on maximisait tout ce qu'on observait, même on imaginait qu'évidemment que l'univers local se reproduisait partout, eh bien on n'arrivait qu'à 10%. Donc nous on était tranquille à cette époque-là. D'ailleurs, vous verrez des articles qui sont assez en fait optimiste en disant mais on a tout résolu puisque finalement l'univers 10%, l'expansion correspond, etc. Et quand on a voulu effectivement se dire ben non, il faudrait quand même que l'univers ait la densité critique parce que sinon on ne peut pas faire fonctionner l'inflation, on est entré dans tout le processus. Est-ce qu'il n'existe pas une matière qui ferait le complément, etc. Et ça a été tout le cheminement qui nous a amené à la matière noire. On souligne dans notre livre que au départ, vous vous rappelez peut-être que la personne, on lui rend un hommage à l'heure actuelle, puisqu'un Mm. télescope a été nommé en son nom, qui a observé la première fois qu'il y avait une anomalie un petit peu entre la gravitation et la matière, c'est Vera Rubin, qui avait effectivement elle-même constaté que dans les galaxies, il y avait une petite anomalie par rapport à la gravitation et la matière qu'on observait. Personne n'avait relevé son observation. Et ce n'est qu'après les années 80 et un peu plus tard qu'on s'est dit, ben non, on a besoin de matière noire. Ah ben oui, mais voilà par exemple peut-être un exemple où il y aurait peut-être de la matière qu'on ne verrait pas dans les galaxies. Et tout ça, ça a engendré le concept de matière noire. Mais il n'est pas venu spontanément des observations. Cette observation n'a pas été reçue comme telle. On y est revenu quand on en a eu besoin. C'est intéressant, mais c'est de l'histoire de la cosmologie, ça. Oui, oui, bien sûr, c'est une histoire assez longue et passionnante. D'ailleurs, bah, j'invite nos spectateurs à revoir bah, la conférence que vous avez donnée à la SAF, justement, où vous prenez le temps de détailler tout ça. C'est pour ça que je propose pas de le refaire là maintenant, puisque c'est déjà Bien sûr. disponible. Justement, je voulais revenir justement sur certains points et que vous puissiez développer justement davantage ces idées. Vous évoquez justement donc le fait que donc Vera Rubin avait mesuré que les courbes de rotation des galaxies ne suivaient pas les mesures attendues. Avec nos connaissances actuelles de la gravité, près du centre du corps attracteur du centre de la galaxie, les étoiles devraient tourner plus vite. Et après, ça décroît rapidement vers le bord externe de la galaxie, chose qu'on ne mesure pas a priori. Donc ça, c'était une première alerte. Mais avant ça, il y avait déjà eu Zwicky qui avait montré que dans les amas de galaxies, pareil, il y avait une sorte d'anomalie de gravité et il postulait déjà aussi qu'il y avait une masse manquante. Et ma question, justement, c'est pourquoi on privilégie le scénario d'une masse manquante, donc la fameuse matière noire, pour expliquer ça. Et pourquoi on remet pas en cause notre idée de dire peut-être que notre connaissance de la gravité est mal comprise ou incomplète? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. En fait, par facilité, par simplicité. C'est-à-dire que pour un astrophysicien, remettre en question les lois de la gravitation, c'est complexe. Il préfère peut-être mettre un paramètre de plus qu'est la matière noire. Je dirais ça comme ça, c'est pas pour enfin, dénigrer mes collègues Non, bien sûr. cosmologistes. Mm. Il y a un peu de ça quand même. Alors, parce que justement, dans l'histoire de la gravitation, il y a eu une tentative et elle date de longtemps, elle date si on rappelle bien, de 1978. Donc, même avant qu'on ait eu l'idée qu'il fallait rajouter beaucoup de matière, elle est due à un astrophysicien qui s'appelle Milgrom et avait fait une constatation qu'on fait normalement en phénoménologie. Hein. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on dit, mais au fond, si la gravité était plus faible, plus forte qu'on ne pensait à grande distance. Et vous savez que la gravité, la gravitation n'a pas été testée. Elle n'est testée que dans un univers à moyenne échelle que nous connaissons, le système solaire, etc. Mais à très petite échelle, quand on descend au domaine des particules, on n'a pas pu la tester encore. Et à très grande échelle, on ne peut pas la tester parce qu'il faudrait faire des tests qu'on n'a pas pu mettre en œuvre pour l'instant. Et donc, il nous reste la liberté de dire que la gravitation peut se comporter un peu différemment que à petite distance.
C'est ce qui a été fait par Milgrom, et s'est aperçu qu'avec, bien sûr, une modification aussi un peu artificielle, un peu, disons, finalement, qui n'avait pas de justification, phénoménologique, comme on dit, eh bien, il arrivait totalement à reproduire la courbe de rotation, la fameuse courbe de rotation des galaxies, parce qu'évidemment, en fait, la loi de la gravitation, tout le monde a appris ça à l'école, hein, ça décroît comme le carré de la distance, c'est le fameux 1 sur le r rayon au carré. Il s'est dit, ben, si ça décroissait, ça commence ça à petite distance, puis après un peu plus loin, si c'était ça décroissait un peu moins fortement, eh bien, on aurait une gravitation plus forte. Et tout le monde m'est un peu tombé dessus, d'abord parce que c'était un peu sorti du chapeau, on pourrait dire. Et puis les années ont passé et on s'est aperçu que ça marchait. C'est-à-dire que si on prenait cette simple loi, il avait rajouté pour le coup un paramètre quand même, parce qu'il faut changer la loi de gravitation, mais juste par la loi de Kepler, ça marchait. Plus il a fait des essais, plus ça marchait. Ça marchait aussi pour les galaxies dont vous faisiez référence, effectivement, les amas de galaxies. Ça marchait un peu partout. Et après, on lui a dit, ben non, vous savez, c'est bien gentil, mais si vous modifiez la loi de Kepler, on pourrait dire la loi de Newton plutôt, Mm. eh bien, il faut la rendre compatible avec la relativité générale, qui est Mm. la référence. Et il y a un de ses collègues qui s'appelait Bechstein, qui dans les années, je crois, 85-86, a démontré qu'on pouvait faire une version en accord avec la relativité. Donc cet argument est tombé. Et en fait, on est toujours en train de travailler en background, on pourrait dire, sur cette hypothèse. Et des gens qui sont reconnus, évidemment, comme Françoise Combe avait à un moment donné, effectivement, considéré que c'est une hypothèse d'astrophysicienne française qui a beaucoup travaillé sur les galaxies. Et j'ai revu récemment, en fonction des différents résultats, notamment ceux de James Webb, des choses, que ce qu'on appelle la théorie, bon, cette théorie, c'est quand même un grand mot parce qu'elle est quand même un peu en construction encore, eh bien, continuer à faire preuve à la fois de réussite, et puis après, il y a des choses qu'elle n'arrive pas complètement à expliquer non plus. Enfin, donc on n'a pas abouti à la théorie de remplacement, si vous voulez. Mais Non, pour moi, ça mais il y a reste. bien des pistes, il y a des scientifiques qui creusent toujours dans cette solution-là, de savoir si on ne pourrait pas compléter, améliorer la gravitation pour expliquer ce qu'on explique par la matière noire, en fait. Voilà, et c'est ça, exactement, parce que c'est légitime, si on avait trouvé, parce que je souligne quand même que, et moi je suis bien placé, puisqu'au CEA, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites comme ça, évidemment, devant la matière noire, si elle est partout dans l'univers, 5 fois plus grande en masse que la matière visible, elle devrait se manifester, même si elle interagit très faiblement, c'est l'hypothèse, mais de toute façon, il y a des petites interactions, et en observant suffisamment longtemps dans des circonstances totalement adaptées, on devrait pouvoir capter une interaction de la matière noire dans nos laboratoires. Il faut bien qu'à un moment donné, on arrive. Il y a eu des manips, des expériences qui ont été montées, notamment au CEA, et c'est pour ça que j'en parle. Les gens ont passé leur vie, ils ont passé leurs 50 ans de carrière, hein, à faire des expériences, et depuis 50 ans, on n'a aucun résultat probant. Et on a déployé des montagnes d'énergie, on a enterré ces détecteurs sous les montagnes, justement, pour pas qu'elles soient perturbées par les particules qui viennent du cosmos. On a agrandi les installations qui sont devenues effectivement énormes avec des produits très très chers pour effectivement. Et en fait, bon, ben, le résultat, c'est qu'on n'a pas trouvé. Alors maintenant, on peut toujours repousser, ah oui, mais c'est pas les particules qu'on croyait, etc. Comme on ignore totalement la nature de la matière noire, de toute façon, la quête est infinie. Simplement, on a déjà éliminé un certain nombre d'hypothèses pour la nature de la matière noire. Donc, il faut bien prendre ça en compte aussi. C'est-à-dire, si on était juste au début de l'hypothèse matière noire, on pourrait dire, bon, regardons si on l'observe. Mais ça fait 50 ans avec des moyens qui sont quand même assez conséquents. Vous avez vu quand même que les moyens modernes nous ont permis de détecter les ondes gravitationnelles. Bon, vous voyez le niveau de finesse qu'on a dans nos instruments. Moi, excusez-moi, mais je pense qu'il faudrait, si la matière noire n'existe pas vraiment, c'est tout. Sinon, ou alors, de quelle nature elle est, je ne sais pas. Je veux dire, elle est, parce que comme elle est partout dans l'univers, si on avait l'idée d'une matière noire qui n'affecterait pas notre univers local, on se dirait, ben voilà, elle est là ailleurs, il faudrait aller ailleurs pour observer. Donc, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est très important pour la matière noire. Toutes ces discussions, si vous voulez, c'est très intéressant. Elles devraient être menées en continu, finalement. Mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est ça qui m'a fait un petit peu réagir. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a écrit le livre avec Thomas Lepelletier. C'est que pour retracer toute cette histoire et pour montrer à chaque fois comment les difficultés n'ont pas été affrontées directement, ce qui nous met dans une situation maintenant où c'est impossible de se sortir. Il va falloir attendre vraiment que le modèle s'effondre de lui-même, quoi.
Oui, justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que ça montre exactement ce que c'est que la recherche, en tout cas, et les questions, les oppositions, les différences, les débats qu'il y a entre les scientifiques, justement. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Vous soulignez aussi que on avait fait l'hypothèse que la matière noire puisse être des particules, on va dire, un peu exotiques, comme les actions ou les WIMPs. Et effectivement, avec le LHC, donc le grand accélérateur de particules qu'on a à Genève, qui a d'ailleurs détecté le boson de Higgs, Oui. à part ça, il n'a jamais réussi à détecter ces fameuses particules. Bien sûr, parce il y avait deux tentatives, hein. Une tentative, c'était éventuellement de regarder aussi dans l'espace. Alors, on l'essaye encore de déterminer si la matière noire existe, elle a, par sa gravitation, parce qu'elle n'interagit que par la gravitation. Alors, il y a encore effectivement des gens qui sont convaincus que, d'ailleurs, c'est l'objectif de certains satellites de cartographier la matière noire. Mais encore une fois, c'est une hypothèse qui pourrait être contrecarrée par la gravité. Et donc, l'autre chemin qui était suivi, c'est qu'évidemment, il fallait bien qu'elle se matérialise, cette matière noire, par quelque chose, certes des particules qui n'existeraient plus dans notre univers, dans nos laboratoires éventuellement, mais qui auraient existé et qui seraient là présentes. Et effectivement, on avait les moyens, avec les grands accélérateurs, de repousser en énergie parce qu'on pensait qu'éventuellement elle n'existait pas parce que en fait il n'y en avait pas suffisamment d'énergie concentrée dans nos laboratoires. Les accélérateurs sont des machines à faire ça. Elles ont montré leur succès d'ailleurs en trouvant une des particules qui manquait au modèle standard des particules, mais on s'attendait à ce qu'il y ait des petites anomalies dans toutes les interactions, parce que il n'a pas fait que le LHC, le Large Hadron Collider, qui est à Genève, n'a pas fait que trouver le boson de Higgs. Il a raffiné toutes les interactions de toutes les particules, de beaucoup des particules connues. Et on s'attendait à découvrir des anomalies ici ou là, parce que qui nous auraient effectivement enfin, soulevé le lièvre. Ah ben voilà, on a enfin trouvé que telle particule se comporte pas de la même façon qu'on aurait pensé. Donc ça veut dire qu'elle a interagi peut-être. Et il n'y a eu aucune anomalie constatée dans les lâchers. C'est d'ailleurs un peu décevant pour la physicien des particules parce que quand on construit un instrument géant comme ça a été, on observe, on veut effectivement démontrer quelque chose, mais on observe aussi qu'il y a des découvertes fortuites qui en sortent. Eh bien non, il n'y en a pas eu du tout. D'ailleurs, ça nous amène à une autre question, évidemment, c'est celle de l'antimatière, la Ouais. disparition de l'antimatière dans le modèle de Big Bang, qui est effectivement, qu'on avait pensé résoudre par la physique des particules et qui n'est pas résolue à l'heure actuelle. Justement, on va y revenir puisque vous l'introduisez. Au tout début donc, du modèle de Big Bang, on prédit que effectivement il y aurait eu autant de matière que d'antimatière. Et d'ailleurs, l'antimatière a été démontrée puisque dans le LHC notamment, on trouve bien des particules antimatière qui apparaissent dans les collisions. Donc l'antimatière existe, on le sait. Par contre, effectivement, si au moment du Big Bang, on crée autant de matière que d'antimatière, c'est difficile d'expliquer pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'antimatière dans l'univers. Exactement. Et donc, vous avez raison de souligner que, pour le coup, par rapport à les matières noires, énergie noire qui n'ont pas de réalité dans nos laboratoires, l'antimatière, bien qu'elle n'existe très très peu puisqu'elle disparaît immédiatement en contact de la matière, mais dans nos laboratoires, non seulement on le construit, mais on arrive à assembler de telle sorte qu'on peut faire au début, c'est que des particules, des protons, des antiprotons, des antiélectrons, etc. On a réussi, et grâce à la technique de la cryogénie et de le ralentissement du mouvement des atomes et des particules par le froid, en fait, on a réussi, et c'est des équipes françaises qui ont réussi notamment cela, à assembler de telle sorte à former des atomes. On a fait des atomes, des anti-atomes d'hydrogène, des anti-atomes d'hélium. Donc on sait que ça fonctionne, que la matière, l'antimatière existe et se comporte bien d'autre part, comme on l'avait prédit, parce qu'il fallait aussi faire des expériences pour savoir, effectivement, si ça s'assemblait bien, etc. Elle a exactement les mêmes règles que la matière. C'était démontré par les découvreurs. Il faut se dire que c'était démontré en 1931, la première hypothèse sur l'existence de l'antimatière, c'est Paul Dirac en 1931. Et à chaque fois qu'on a fait, on a retrouvé l'antiélectron, l'antiproton. Ça s'est fait sur plusieurs dizaines d'années. Et donc l'antimatière, alors vraiment, c'est une réalité. Dans la physique contemporaine, c'est une réalité. Et donc, en fait, à partir de là, on s'est dit, mais oui, mais alors, donc, il y a pas, c'est pas discutable, ça existe, comme on l'avait prédit. Et dans le Big Bang, évidemment, comme il y a une symétrie parfaite, normalement, entre matière et antimatière, au moment de ce qu'on appelle la baryogénèse, c'est-à-dire la création des premiers noyaux d'atomes, hein, puisqu'ils se font à partir des quarks au départ, hein, eh bien, il doit se créer autant d'antimatière que de matière, puisque évidemment, c'est en symétrie.
Mais problème, effectivement, eh bien, d'antimatière dans l'univers, pour l'instant, alors ça, on peut dire aussi, on n'a peut-être pas exploré, mais dans un univers assez vaste autour de nous, on n'a pas de preuve irréfutable qu'il y aurait des anti-étoiles ou des anti-galaxies, à savoir des galaxies et des étoiles qui seraient uniquement d'antimatière. Ce qui pourrait exister, si vous séparez soigneusement la matière de l'antimatière, elle se comporte exactement de la même façon. Elle va former des étoiles, l'antimatière va former des étoiles, former des galaxies, interagir avec de la même façon. Simplement, il ne faut pas qu'elle rentre en contact avec la matière, puisque si à ce moment-là, elle s'annihile. Or, nous observons de la matière ordinaire, entre guillemets, tout autour de nous, et pas d'îlots où il y aurait un comportement d'une matière qui serait de l'antimatière. Donc, c'est vrai que ça voudrait dire que si l'antimatière existe en quantité dans l'univers, elle est repoussée au-delà de notre horizon, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce qui est quand même un tout petit peu particulier. Donc, on a préféré imaginer dans le modèle du Big Bang que hypothèse de base, il existerait, puisqu'à l'époque, dans les années 60, on ne connaissait pas encore beaucoup toute la physique des particules, il existe peut-être une dissymétrie entre matière et antimatière. Et il y a eu quelques alertes intéressantes sur quelques particules, notamment le kaon, dont ces particules sont totalement négligeables dans tout l'univers, parce qu'elles existent en très très faible quantité. Mais effectivement, l'anti-kaon semble se désintégrer plus facilement que le kaon, si bien que au fond, si on mettait un mélange de kaon et d'anticaon, il resterait un peu de kaon et pas d'anticaon. C'était l'exemple typique où on se dit, bah, bon, ça veut dire qu'on va trouver dans le futur le gros phénomène d'asymétrie entre matière et antimatière. Or, on n'a rien trouvé, et ça aussi, ça fait 50 ans. C'est-à-dire, on n'a rien trouvé, et on s'est échiné à trouver. On a testé à chaque fois le comportement antimatière. À chaque fois qu'on créait deux particules, on voyait comment elles s'étaient intégrées. Et il y a une symétrie assez parfaite, notamment pour les particules les plus importantes de l'univers, que sont l'électron, le proton, etc. Notamment le proton, par exemple, qui aurait pu effectivement avoir une dissymétrie qu'on peut mesurer. On a mesuré l'âge du proton, c'est-à-dire la durée de vie du proton. Maintenant, c'est à des quantités phénoménales, 10 puissance 31 années. Donc, voilà, on est avec cette épine dans le pied. Mhm. Et vous ne verrez jamais aujourd'hui quelqu'un revenir là-dessus, comme si c'était résolu. Mhm. La pensée pouvoir le résoudre. C'est pour ça que c'est resté dans l'idée des gens. Bon, ça va se résoudre si vous voulez. Mais en fait, les années passent et ça se résout pas. C'est exactement comme la matière noire. On va résoudre, on va trouver les particules de matière noire. Mais non, on les trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait 50 ans après? On va encore continuer 50 ans à se dire, effectivement, ben non, on va. Bon, moi, je pense que c'est ça qui est le talon d'Achille de la cosmologie moderne Mhm. à travers le modèle du Big Bang. Et alors le problème, c'est encore compliqué récemment avec l'introduction de l'énergie noire. Donc effectivement, on vient même de rappeler là, les différents problèmes qu'on avait et qu'on n'a toujours pas réussi à démontrer. Et en plus, donc, depuis la fin des années 90, on a rajouté donc ce problème d'énergie noire, car certaines mesures ont montré que l'expansion de l'univers pourrait être en accélération. Alors, exactement, si vous voulez, on a toujours le même scénario qui se met en place. Malheureusement, effectivement, on accumule en fait les incertitudes et les non-démonstrations. On se trouve en face du fait. Alors, ça, je vais l'expliquer parce que c'est intéressant de le comprendre. Parce que Mhm. on ne raconte pas comme ça, comme ça. La nécessité d'une quantité à introduire, elle ne vient jamais d'une idée géniale de quelqu'un qui dit, eh ben oui, mais moi je pense que. Non, elle vient dans la contingence, dans l'absolue nécessité de le faire. On n'est jamais content de rajouter une quantité inconnue dans des équations. Mais on est obligé de le faire. Pourquoi? Eh ben, ça se raconte très simplement. Et d'ailleurs, dans la conférence que j'ai donnée à la SAF, effectivement, j'ai essayé de l'illustrer avec une balance, parce que finalement, c'est l'espèce d'équilibre entre la matière et la gravitation. Si vous mettez peu de matière dans l'univers, alors l'expansion peut avoir une vitesse d'expansion assez élevée, puisque la matière n'est pas suffisante pour la ralentir beaucoup. Et donc, l'âge de l'univers peut être assez élevé. Il peut être effectivement 15, 20 milliards d'années. C'est ce qu'on avait au moment des années 60. On ne savait pas si l'univers avait 10 ou 20 milliards d'années. Ça dépendait de la mesure de l'expansion. Bon, ça, on était content. Il n'y avait pas beaucoup de matière dans l'univers. Ça ne créait pas de problème. À partir du moment où on s'est dit, on va mettre 5 fois plus de matière, c'est-à-dire on va pratiquement multiplier par 10 la quantité de matière, on s'est aperçu que ça avait un retentissement sur l'âge de l'univers et la vitesse de l'expansion, puisque la matière qu'on mettait artificiellement, en fait, elle ralentissait considérablement l'expansion. Ralentir l'expansion, ça veut dire diminuer l'âge de l'univers. Et si vous mettiez dans le modèle du Big Bang, et à un moment donné, il a existé comme ça, uniquement de la matière noire, dans la quantité qu'on avait besoin pour l'inflation, vous arriviez avec un univers qui avait que 9 milliards d'années d'âge en fonction de la constante de Hubble qu'on mesurait.
9 milliards, on savait très bien qu'il y avait des étoiles qui vivaient déjà depuis 12 ou 10 ou 12 milliards d'années. Et donc, il était déjà devenu indispensable, uniquement par rapport à la contrainte de l'âge de l'univers, de rajouter quelque chose d'artificiel pour contrebalancer l'effort de gravitation. Donc, en fait, une expansion accélérée qu'on a appelée énergie noire, parce que l'énergie noire, c'est quoi? Pour pouvoir accélérer l'expansion, c'est comme une antigravitation, mais qui n'est pas dans la matière, mais qui est une antigravitation, c'est-à-dire un processus qui permet de contrecarrer la gravitation. Grâce à ça, alors on a deux boutons pour ajuster comme on veut l'âge de l'univers, c'est-à-dire c'est ce qu'on a fait effectivement. On a mis exactement la quantité d'énergie noire qu'on avait besoin pour contrebalancer. C'est pour ça qu'on arrive à 70% et 30%, parce que c'est pour arriver à exactement l'âge de l'univers qui est marqué par les étoiles. Si vous changez, par exemple, vous mettez que 50% d'énergie sombre, eh bien, vous allez retomber à un âge de l'univers qui va être 11 milliards d'années, parce qu'il n'y aura pas assez. Si vous l'augmentez trop, vous aurez 20 milliards d'années, c'est pas non plus ça. Et donc, on a deux boutons, on ajuste. On est content avec ça, mais on a juste deux boutons qui n'ont pas d'existence, peut-être. Donc, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que l'énergie sombre on nous a fait laisser penser, parce qu'elle a été découverte par des observations à la fin, mais on avait pensé que, oh, on avait observé qu'il y avait une expansion à l'aide des supernovas qu'on voyait lointaines. Ah ben voilà, on a mis l'hypothèse de l'énergie noire que maintenant. Non, non, si vous regardez bien, l'énergie sombre, elle était déjà présente, mais on ne savait pas comment l'introduire parce que effectivement, il y avait pas de preuve. Donc cette observation qui date de 1998, c'est le dernier jalon, si vous voulez, qu'a construit le modèle du Big Bang. On parlait des années 80-80 où on a voulu mettre la matière noire. Après, en 98, on a mis donc l'énergie noire. Eh bien, c'était déjà largement nécessaire. Bon. Et il se trouve qu'après, on peut, évidemment, mais je suis comme tous les scientifiques, en fait, assez. C'est la culture du doute, la science. C'est-à-dire, même si vous êtes sûr de votre observation, vous allez la refaire 10 fois, vous allez la voir de tous les côtés pour vous dire qu'il n'y a aucune possibilité que je me sois trompé. Eh bien, effectivement, là, pour l'instant, l'accélération d'expansion, elle est mesurée par quelque chose de très, très faible, une très faible différence de luminosité en plus avec des étoiles, des explosions d'étoiles qu'on le connaît très très mal, ce qu'on appelle les supernovas, enfin de type 1, maintenant on les appelle les explosions thermonucléaires, mais donc qui sont on n'a pas un bon modèle pour ces explosions. Et on considère quand même que théoriquement, elles devraient avoir à peu près la même luminosité. Donc, l'observation en elle-même de l'accélération d'expansion, elle est faible, à mon sens, au sens, parce qu'on n'en a pas fait d'autres, on n'a pas d'autres moyens, et donc elle est relativement faible. Peut-être qu'elle est avérée, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne correspond pas à quelque chose comme les lois de Kepler qu'on a vérifiées dans le système solaire. Justement, les fameuses supernovas. Alors, si je me souviens bien, enfin, la mesure de l'accélération de l'expansion, on l'obtient à partir donc, d'observations de supernovas de type 1A, je crois, Oui, oui, c'est ça, hein, qui dans des sont galaxies lointaines, hein. Euh, Est-ce que, justement, vous disiez qu'on connaît assez mal ces supernovas, elles ne sont, comment dire, parce que quand on mesure les distances des galaxies, habituellement on fait ça avec des céphéides, donc des étoiles pulsantes, dont on a réussi à montrer qu'elles étaient des chandelles standards, puisqu'elles évoluaient toutes toujours de la même façon. Ces supernovas de type 1A ne seraient pas comme des céphéides, elles seraient pas toutes identiques? Et non, d'ailleurs, maintenant, les gens corrigent parce qu'au départ, voilà, on avait fait l'hypothèse qu'elle devait avoir une luminosité maximale qui est la même parce qu'en fait, on pense que c'est la fusion de deux naines blanches et que, évidemment, le réservoir d'énergie est à peu près que le même, tandis que les autres explosions, effectivement, d'étoiles massives, selon la taille de l'étoile, la masse de l'étoile, elles peuvent avoir des pics de luminosité très différentes. Donc, on s'était dit ça au départ. Puis après, en fait, finalement, ils ont commencé à trier. Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que bon, c'était pas cohérent, donc, du coup, le résultat. Donc maintenant, ils trient en se disant, bon, on élimine celles qui paraissent un peu suspectes, on garde qu'un certain nombre de supernovas de type 1A. Donc c'est déjà pas très, très convaincant, hein. Et vous savez que les céphéides, c'est justement, l'histoire nous raconte tout ça. L'histoire nous raconte toujours qu'il ne faut pas sauter à pieds joints tout d'un coup sur une solution qui paraît évidente. Les céphéides, elles nous ont effectivement pourri la vie, on pourrait dire, pour raconter l'histoire de l'expansion, parce qu'au départ, les gens qui ont travaillé après Hubble, qui étaient déjà basés sur les céphéides, sont aperçus que, eh bien non, ces céphéides, même si on pensait, alors les céphéides, c'est un mécanisme un peu différent, c'est pas c'est des courbes de luminosité, elles varient ces étoiles, et leur cycle, le temps qu'elles mettent pour retrouver la même luminosité, est lié à leur luminosité intrinsèque.
Et du coup, si vous mesurez les variations, vous mesurez la luminosité de l'étoile. Sauf qu'on s'est aperçu que, évidemment, dans la nature, rien n'est identique. Et il y a des compositions chimiques qui sont différentes. Par exemple, vous êtes dans la galaxie d'Andromède ou dans les nuages de Magellan, les proportions d'éléments lourds, carbone, oxygène ne sont pas pareilles, et les étoiles, du coup, évoluent différemment. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait trier, il fallait prendre des céphéides d'un certain type et pas d'un autre type. Et donc, c'était des travaux qui ont été faits dans les années 50 qui ont permis de mesurer plus précisément et de complètement changer d'ailleurs la constante de Hubble. Et donc, il est très probable qu'on en est là aussi dans l'étape des supernovae de type 1A. C'est-à-dire que à force de trier, lesquels on garde finalement. Et donc, c'est pas une preuve totalement c'est pas une preuve, à mon avis, suffisante. Il faudra bien d'autres éléments d'observation pour qu'on se convainque. Alors, on va peut-être y arriver avec les satellites. Ça, c'est un peu complexe, j'imagine, pour les gens à comprendre, parce qu'on lance beaucoup de satellites pour mesurer, soi-disant, matière noire et énergie noire. Et quand on s'aperçoit comment ça fonctionne, on s'aperçoit que c'est très, très compliqué. Mais Bien enfin, bon, sûr. ça, c'est un autre sujet. Non, mais justement, c'est ça, c'est tout l'intérêt de faire cet entretien aujourd'hui, c'est de pouvoir poser justement un regard critique sur ce qu'on raconte en science. Et c'est justement ce que vous faites très bien avec votre livre. Euh, les auditeurs qui me suivent savent que je porte un grand intérêt à ce qu'on appelle l'esprit critique, justement. Donc à douter, effectivement, vous avez bien rappelé que la science, au départ, c'est bien une méthodologie du doute. Et donc on devrait s'interroger sur ça. Et ça montre très bien aussi comment on construit un modèle, une idée en science. Et on essaie de sauvegarder, on va dire, un paradigme, donc une idée, un modèle qu'on a établi maintenant depuis une bonne cinquantaine d'années. On fait tout pour essayer de le sauvegarder, en même, quitte à lui rajouter donc des paramètres dont on n'arrive pas aujourd'hui à apporter des preuves. Et il est très difficile de remettre en doute ce modèle-là. Comment dire, un- tout à l'heure, on évoquait par exemple la théorie monde pour modifier la gravité, mais il y a d'autres hypothèses. Quelqu'un aujourd'hui qui chercherait justement à aller dans une voie autre que celle, on va dire, qui est dans le consensus, ça va être très compliqué pour lui. Alors, ça, évidemment, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt parce qu'en fait, dans ma carrière, à un moment donné, comme j'étais très passionné par l'histoire de la cosmologie, l'évolution des idées, etc., j'ai voulu en fait aller rencontrer à l'époque, et maintenant la plupart ont disparu, les responsables des débats sur le Big Bang. Je parle de gens qui s'appellent Fred Hoyle, qui était justement un des proposants de l'univers stationnaire, d'Alan Sandage, qui était le successeur de Hubble, qui a mesuré la constante de Hubble dans les années 50 et qui était effectivement un tenant, lui, de l'hypothèse du Big Bang, enfin des tas de scientifiques. Et c'est par leur intermédiaire que j'ai senti que à leur époque même, c'était plus facile de discuter de différents modèles parce qu'il n'y avait pas une idée qu'il fallait en privilégier un finalement. Mm. Et c'était amusant d'ailleurs, parce qu'ils correspondaient, ils s'apostrophaient, enfin, c'était Mm. assez vivant la cosmologie, c'est-à-dire les gens n'étaient pas d'accord, quoi, finalement. Et donc, ça fait progresser énormément la cosmologie. Sandage, effectivement, il s'est battu beaucoup avec un astrophysicien français qui s'appelait Gérard de Vaucouleurs, parce que lui partait d'autres hypothèses pour mesurer la constante de Hubble. Enfin, c'était un débat très, très fructueux. On sait que le débat en science est fructueux, parce Mm. que ça fait travailler plus pour démontrer ce que vous voulez démontrer, plus pour descendre ce que vous voulez descendre, si vous voulez. C'est ça la science, en fait. Quand Mm. il n'y a plus de débat, et c'est ce que je note, moi je ne suis pas un cosmologiste, donc finalement je suis un observateur extérieur, ce qui me permet effectivement de ne pas donner des bons points et des mauvais points aux uns aux autres. Je suis extérieur, ben, ça me permet de dire le manque de débat fait le manque de progrès. On est trop Mm. figé sur l'hypothèse, on n'avance pas. Je vous fais référence maintenant à des choses qui datent de 50 ans, et depuis 50 ans, on n'a pas avancé. Bien sûr, on a découvert des tas de choses, mais ce n'est pas ça qui nous a fait avancer sur le concept même. Et pour revenir à la question que vous posiez, est-ce qu'il est difficile ou non à quelqu'un aujourd'hui de travailler sur des hypothèses qui essaieraient non pas de contredire le Big Bang, mais de faire avancer d'une certaine façon la cosmologie? Je vous répondrai oui. Et je vous répondrai oui, mais de façon assez catégorique. Parce que dans la gestion de la science actuelle, on a pris l'habitude de flécher. On appelle ça flécher dans la gestion, le Mm. CNRS.
etc., on détermine des voies prioritaires de la recherche. Bon, c'est peut-être bien, mais si c'est prioritaire au point d'enlever les autres voies, ça, c'est pas bien, effectivement, et c'est ce qui se passe. Prenez l'exemple de quelqu'un, un jeune chercheur, qui tombe sur la théorie monde, qui dit, ah ben moi, je voudrais bien voir, tester, etc. Hmm. On va lui dire, oui, oui, bien sûr, vous pouvez, mais alors la probabilité d'avoir une bourse de thèse, la probabilité d'avoir un poste, etc., vous allez, parce que finalement, on ne veut pas continuer sur cette voie-là, on va le convaincre, non, vous devriez mieux travailler sur, effectivement, la mesure de l'énergie noire, de la matière noire. Donc, le scientifique Kidam, hein, n'a pas forcément la liberté de son choix au Hmm. départ. Et il faut qu'il bagarre beaucoup. D'ailleurs, que tous les scientifiques que j'ai rencontrés qui ont eu à s'affronter parfois, en fait, m'ont dit leur trajectoire un peu compliquée. Et ils ont aussi beaucoup de mal, quand même, quand ils sont établis. Je pense, moi, j'ai beaucoup discuté avec Thomas Buschert, qui a effectivement travaillé beaucoup sur Monde, etc. Et plutôt sur l'inhomogénéité, le rôle de l'inhomogénéité dans l'univers, pas sur Monde. Eh bien, il avait beaucoup de mal à avoir des étudiants, tout bêtement. Or, quand vous faites un travail, vous avez besoin d'étudiants pour travailler avec vous. Donc, dans la sociologie des sciences, il y a aussi une répercussion de ça. Et tout ça finalement une mayonnaise qui prend mal, enfin, qui ne prend pas du tout, et qui, moi, je dirais que si j'étais enfin, ministre de la Recherche, je ferais en sorte qu'effectivement, on mette plusieurs charrues et plusieurs bœufs devant chaque charrue, parce que le sillon à tracer n'est pas tout à fait évident, d'une certaine façon, quoi. Effectivement, toutes les pistes méritent d'être étudiées. Après, on peut toujours dire qu'effectivement, on ne peut pas non plus tout financer. Non, non, mais alors, bien sûr, mais alors il faut faire confiance aussi à l'inventivité des chercheurs. Bien sûr, vous avez raison. Et c'est pour ça que je ne serai pas catégorique, qu'on essaye de privilégier et d'aider un secteur que l'on croit plus productif, parce que Dieu sait si en science, parfois, il y a des secteurs entiers qui sont arrivés à une impasse. La manière de raisonner n'était pas effectivement suffisante, ou bien la matière elle-même n'était pas. Je prends la physique nucléaire, par exemple, qui était un domaine du CEA qui était très important. Pendant un certain temps, on a fait des découvertes énormes. Maintenant, effectivement, il faut raffiner, etc. On n'a peut-être pas besoin de consacrer autant d'efforts qu'auparavant. Vous prenez la technique de l'énergie nucléaire, c'est pareil. On avait mis des centaines et des milliers d'ingénieurs pour produire de l'énergie nucléaire civile. Maintenant, les procédés sont connus. Il ne faut pas les laisser autant de gens. Donc, on réoriente et absolument. Mais c'est plus profond, c'est-à-dire, moi, j'ai vécu personnellement, c'est pour ça que je peux en faire état, hein, une animosité très forte au moment où on a sorti un livre avant celui qui est paru chez Gallimard, qui est un livre de contribution de scientifiques qu'on avait fait écrire justement en leur posant la question, mais vous, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça du Big Bang? Quel argument? Ils nous ont écrit des articles séparés. Nous étions avec Thomas de nouveau, Thomas Lepelletier, uniquement des coordinateurs, hein. Moi, j'ai écrit simplement un article sur le fond diffus cosmologique. Eh bien, effectivement, une partie de la communauté des cosmologistes français nous a tellement fermement critiqué qu'ils ont publié notamment un compte-rendu dans la revue La Recherche qui était déplorable parce qu'effectivement, d'une certaine façon, on nous traitait non seulement d'incompétents, mais à la limite d'être inféodés à une secte, je ne sais pas laquelle. Enfin, vous Hmm. voyez, c'était très, très violent. Ça n'avait pas lieu d'être. Ça n'avait pas lieu d'être. On disait simplement des choses et en plus, c'était des scientifiques qui écrivaient. Donc, d'une certaine façon, on cherchait à décrédibiliser. Ça, je l'ai toujours refusé, moi personnellement. Et peut-être qu'il y a des gens qui trouveraient que c'est légitime, mais on n'arrête pas les arguments de quelqu'un en essayant de le décrédibiliser. Ça, c'est jamais le cas. À partir du moment où quelqu'un fait un travail sérieux, et Et tout puis, ce que j'ai pu faire, moi, à mon avis, c'est et, contraire à l'esprit critique. On critique voilà. les arguments, on critique pas la personne. Exactement. Et le livre, encore une fois, qui s'appelle donc le Big Bang, Histoire critique d'une idée, ça a été fait que pour ça, que pour nous rassembler. Nous ne donnons pas notre opinion. Hmm. Nous rassemblons les faits en laissant les gens faire leur opinion. Et en fait, ce qu'on en retire, c'est pas forcément négatif. C'est une belle idée, le Big Bang. C'était Hmm. très, très bien de travailler dans cette. Mais c'est qu'on en retire l'idée qu'il faudrait essayer de passer à autre chose. Et ça, moi, je pense que c'est Tout à fait. légitime. Oui, non, non, effectivement, je partage tout à fait cette idée que il faut toujours avoir effectivement un regard critique sur les choses, et s'interroger, remettre en question justement pour progresser. Et effectivement, à ce jeu-là, on en arrive aujourd'hui à une chose alors que moi j'ai toujours un peu de mal à expliquer au public du planétarium, c'est qu'effectivement, donc énergie noire et matière noire, au total, ça fait 95% de l'univers, a priori.
Et donc, toute la science qu'on a compris aujourd'hui, finalement, ne s'applique qu'à 5% de l'univers. Et alors, ce qui pose quand même problème, parce que comment on peut prétendre comprendre l'univers si finalement, ce qu'on a compris, ce n'est que 5% et que tout le reste nous échappe? En fait, ça montre plutôt l'étendue de notre ignorance. Mais c'est vrai, justement, c'est pour ça que je suis un peu désolé parfois quand je vois des affirmations concernant l'âge de l'univers, les mécanismes qui ont donné, se sont succédés pour faire le Big Bang, comme pratiquement établis. Euh, N'importe qui, doté d'un peu de raison, se dit, si je connais 5% de quelque chose, j'en connais très peu, donc je vais dire, bon, ce que je dis maintenant, c'est une hypothèse. Je parlerai d'hypothèse, si vous voulez, Hmm. sans cesse d'hypothèse, en prenant garde de ne pas injurier l'avenir, parce que Dieu sait si on a eu ça, vous auriez été dans les années 70, on vous disait, ben, c'est terminé. L'univers, à l'époque, il avait 15 milliards d'années, et puis il y avait 10% de matière, etc., et c'était tout. Bon, vous voyez bien qu'après, on s'est vu que ça ne marchait pas. Donc, vous décrédibilisez votre point de vue de scientifique, notamment par rapport au grand public. Moi, j'attache beaucoup d'importance à une crédibilité. Si on dit quelque chose, il faut que ça puisse durer dans le temps. Il ne faut pas que le lendemain, on se rende compte qu'on a dit une énormité en disant l'univers a 13,77 machin, alors que de toute façon, comme le début de notre entretien le laissait penser, il se pourrait très bien qu'effectivement notre loi de relation entre le décalage vers le rouge et le temps soit pas la bonne, et donc on va changer peut-être un jour. Donc, et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu cette image-là de la cosmologie en parlant avec le public, parce que j'étais incapable de justifier, et comme vous le faites vous-même, effectivement, on ne peut pas justifier aujourd'hui de raconter toute une histoire qui nous dépasse largement, évidemment, en dimension et en processus, à l'aide de 5% de quelque chose qui, d'une façon évidente, est assez, enfin, d'une part, très, très mineur, parce qu'il y a beaucoup de processus qu'on ne connaît pas encore. Rappelez-vous qu'au début du siècle, effectivement, on ignorait totalement ce qu'on appelle la radioactivité, c'est-à-dire le comportement des noyaux d'atomes, de toute la nucléosynthèse. Enfin, vous voyez, et dans l'avenir, ça sera pareil. Dans Hmm. l'avenir, on va peut-être découvrir un processus, effectivement, qui n'est pas encore dans nos équations, dans notre vision. Donc, si on disait qu'on faisait un scénario, moi, je serais d'accord. Après, je dirais, ben, il faut un peu le modifier, le scénario aujourd'hui. Et il est temps. Mais bon, et c'est pas ce qu'on observe. Donc, j'imagine que vous avez tout à fait raison, que le plus grand public a tout à fait légitime, et nous sommes légitimes, et les cosmologistes sont légitimes de se poser ces questions. Oui, justement, non, non, comment dire, l'idée, c'est pas du tout de décrédibiliser le scientifique, bien au contraire, mais bien de montrer comment fonctionne la science. On a bien rappelé qu'effectivement, normalement, on devrait douter, on devrait y aller avec méthodologie, étudier toutes les pistes, toutes les hypothèses, mais aussi il y a comment dire, à avoir un regard d'honnêteté vis-à-vis du public, plutôt que d'essayer de raconter une histoire linéaire qui laisserait prétendre qu'on a tout compris. Bien rappeler justement que bah, sur ces choses-là, on n'est pas sûr, ça c'est de la recherche, il y a discussion, donc par exemple, voilà, plutôt que d'affirmer qu'il y a de la matière noire ou de l'énergie noire, moi j'insiste bien justement sur le vocabulaire, en disant attention, ça c'est une hypothèse, on pense que parce que ça, on a telle question qu'on n'arrive pas à résoudre, mais effectivement, pour l'instant, matière noire, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc, Bien sûr. Non, c'est ça le point exact, effectivement, c'est que le- alors, à quel point ça reste ouvert, à quel point ça handicape la recherche. Moi, je pense que ça handicape fortement, parce que là, on va beaucoup, beaucoup trop loin, et de quoi, alors, on développe des expériences très complexes, mais il faudrait à côté avoir déjà en provision un autre chemin de réflexion. Hein. C'est que si au fur et à mesure des années qui passent, à chaque fois qu'on monte une expérience, en fait, le résultat, il est soit négatif, mais la plupart du temps, il ne peut pas jamais être négatif totalement. On peut toujours dire, ah ben, il y a encore une particule, et qu'à chaque fois, on complexifie, on dépense énormément d'énergie avec ce genre de raisonnement, eh bien, c'est au détriment d'autre chose. Enfin, c'est ce que je penserais. oui, parce que justement, alors, on fait des hypothèses. Donc, par exemple, matière noire, énergie noire. On va surtout prendre matière noire parce qu'on a plus de recul dessus. Comme vous disiez, ça fait 50 ans qu'on a multiplié je ne sais pas combien d'expériences complexes là-dessus et on n'obtient rien.
Mais je veux dire, cette piste-là, quelque part, elle est infinie. On peut, à quel moment euh, il faut se dire, ben voilà, on a épuisé toutes les pistes de recherche, on n'a rien, et donc c'est une voie de garage. Parce que, Ouais. Ouais, je crois que finalement, c'est un peu, ça se fait un peu par sélection naturelle. C'est-à-dire, je pense que, d'ailleurs, je vois, je ne sais pas où ça en est, mais je vois il y a sans doute de moins en moins de programmes pour détecter en laboratoire la matière noire, parce que on a plus beaucoup de pistes, si vous voulez. Mais je ne suis pas sûr de ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a un certain nombre de mes collègues qui en avaient marre. Hein. Ils ont quitté le domaine complètement, parce que effectivement, ils ne pouvaient pas encore remettre sur le chantier, en chantier une expérience. Et donc, oui, c'est très, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a beaucoup de domaines hein, dans la science où on a des choix à faire et qu'il faut réorienter. En fait, je pense faut vraiment parier sur plusieurs chevaux. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des jeunes chercheurs qu'on met à travailler sur des domaines assez hypothétiques, mais qui vont avoir pas mal de créativité parce qu'ils sont pas. Le problème dans la sociologie de la science, c'est que et quiconque que ce soit, moi en premier dans mon domaine, si vous passez 10 ans ou 20 ans de votre vie à démontrer quelque chose et que vous apercevez que peut-être tout est faux, c'est assez compliqué vous-même personnellement de vous remettre en question. Il faut quelque chose qui vienne vous renverser derrière ça et vous allez freiner, vous allez argumenter, etc. C'est un peu ce qu'on a à l'heure actuelle dans la cosmologie. Mais si vous mettez des jeunes chercheurs qui arrivent dans le domaine, qui n'ont pas, ils sont pas inféodés, qui n'ont pas à défendre tel et tel domaine, eux, ils sont beaucoup plus productifs pour en fait, explorer les nouveaux domaines. Puis après, s'ils arrivent à une impasse, ben, ils le constateront facilement. Tandis que la direction de la recherche, où vous avez des gens forcément au bout d'un certain temps, vous avez une certaine expérience dans votre domaine, vous avez pas tout le monde. Hein. Moi, j'ai vu des gens, et j'ai essayé de faire ça aussi dans ma propre activité. J'étais très content quand j'arrivais à montrer que je n'avais pas tout à fait le bon résultat, parce que ça me donnait d'autres pistes. Donc, hmm, c'est très excitant d'une certaine façon. Et ce qui est dommageable dans la cosmologie actuelle, je pense que peu de gens sont motivés aujourd'hui pour faire de la cosmologie, parce que ce sont des expériences très complexes à l'intérieur d'un tissu de choses que vous devez accepter comme établies. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mal de trouver maintenant des jeunes chercheurs, parce que si on leur disait, vous allez peut-être donner la nouvelle théorie de l'univers, ils seraient partants. Mais si vous allez peut-être vérifier que, où on a tort, ou on a raison, c'est hmm. moins Eff- convaincant. Effectivement, enfin là on parle beaucoup de science, mais il y a aussi le facteur humain qui y joue. Euh, vous rappelez très très bien que effectivement vous pouvez passer toute une carrière à démontrer que en fait vous avez démontré que cette piste-là n'était pas la bonne, c'était une voie de garage. Alors même si scientifiquement bah, c'est une réponse, c'est-à-dire que voilà vous avez épuisé un sujet de recherche et vous montrez que bah, cette piste-là c'est pas la peine de la continuer, donc on perd plus de temps avec ça. Donc c'est un résultat scientifique, effectivement, mais c'est sûr que d'une point de vue financement, tout ça, bah, déjà c'est pas très vendeur, puisque vous aboutissez finalement à un résultat négatif. Et puis sur le côté humain, quelque part, c'est effectivement très décevant. Oui, bien sûr, c'est tout à fait ça qui se crée effectivement. C'est que on n'a pas, surtout que ça demande beaucoup d'efforts. Par exemple, pour démontrer que une hypothèse n'est pas la bonne, ça vous demande énormément d'efforts. Donc en fait, parfois, je pense qu'on a laissé passer des hypothèses. Moi, je suis frappé parce que tous les articles scientifiques de cosmologie bon, qui font des mesures commencent par dire on prend le modèle cosmologique tentant 70%, etc. Donc déjà, ils partent dans l'idée qu'ils vont interpréter leurs observations à l'aide d'un modèle donné. Hmm. Et donc, ça limite beaucoup la chose. Alors Oui, après, quand ils arrivent avec des difficultés, ils n'ont même pas l'idée de dire, bah, peut-être c'est le modèle de départ. Non, ils disent, ah, bah, du coup, il faudrait qu'on améliore le modèle. Donc, enfin, voilà. On fait une remarque, effectivement, qui est un peu cruelle, mais qui est effectivement... Moi, je pense que l'histoire des sciences est vraiment très intéressante de hmm, regarder les débats d'idées du passé. Parce hmm. qu'en fait, on reproduit toujours les mêmes schémas et Oui. en fait, on a les mêmes mécanismes à l'œuvre. Et ce qu'on fait remarquer de façon un petit peu cruelle pour le modèle du Big Bang, c'est le fameux comparaison avec les épicycles de l'astronomie antique. Hmm, Hein. Le fait que vous aviez un problème, c'était le mouvement des planètes. Le mouvement des planètes, ça marchait à peu près, la Terre, etc. Puis vous tombez sur Mars,
Puis Mars, il y a des anomalies, ça marche pas parce que vous avez fait l'hypothèse d'un cercle et ça ne marche pas. Et puis pour d'autres planètes aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un astronome grec de l'époque classique? Comme on ne veut pas déroger au principe des cercles, parce que Hmm. ça, c'est le symbole même de l'équilibre et de la perfection, eh bien, on rajoute un cercle qui roule sur un autre cercle. Mais ça ne suffit pas parce qu'effectivement, il y a encore une anomalie. Donc, on rajoute un autre cercle. On a appelé ça le modèle des épicycles, parce que l'épicycle, c'est un cercle qui tourne autour d'un autre cercle. C'était devenu vraiment une usine à gaz. C'est le fameux astronome grec Ptolémée auquel on attribue ça. Et il a fallu que la révolution scientifique, et avant ça d'ailleurs la critique des astronomes persans et arabes, qui ont dit mais ça ne marche pas, parce qu'eux, ils connaissaient bien la géométrie, ça ne marchait pas. Et alors on restait avec cette impossibilité d'écrire ça. Et puis quelle était la solution? Ben, ils sont aperçus que tout bêtement, c'était pas des cercles, c'était des ellipses. Donc, c'était pas grand-chose comme différence, mais c'est conceptuellement complètement C'est différent. ça. À partir du moment où vous mettiez des ellipses, donc vous n'avez pas révolutionné le monde, vous avez pas dit que Mars n'existait pas. Non, vous avez simplement dit non, c'est pas des cercles, Alors tout d'un coup, tout s'illumine et tout revient dans l'ordre. Et bien, effectivement, on a un peu l'impression que toutes ces difficultés qui s'accumulent, on s'est piégé nous-mêmes. Hmm. On se les crée les unes derrière les autres et qu'il faut vraiment réfléchir quelle est l'idée lumineuse qui va faire que tout va rentrer dans l'ordre? Parce qu'au fond, on n'aura pas travaillé pour rien. C'est ça qui est intéressant. Mais si on continue sans cesse, on perd un peu de temps. Mais sinon, tout ce qu'on a fait restera valable. Les lois finalement des planètes sont restées valables. On peut même les approximer si on veut par des cercles, mais on fait des petites erreurs. Donc, vous voyez, on verra que peut-être la stratégie, le modèle Big Bang était une approximation un peu abusive, mais qu'au fond, l'idée n'était pas quand même totalement fausse, ou alors complètement fausse. Ça, c'est arrivé dans l'histoire, hein. Oui, on ne sait pas du tout sur quoi ça va aboutir. Mais effectivement, on peut perdre beaucoup de temps. Les systèmes d'épicycles, on les a gardés pendant 1500 ans quand même. Oui, oui, c'est Alors tout à fait j'espère que ça. là, on n'est pas sur une période aussi longue. Mais... Non, non, non. Mais vous avez raison. Et c'est aussi, alors après, bon, ça, c'est intéressant aussi d'imaginer que la science n'est pas non plus détachée de concepts culturels, hein. Hmm. C'est-à-dire que pourquoi on les a gardés, ces épicycles? Parce que on avait dans le passé l'idée qu'avaient les Grecs de façon de l'esthétique, mais nous, on est dans le monothéisme et on avait dit, ben, c'est Dieu qui a créé l'univers et comme Dieu ne se trompe pas, il le fait parfait. Donc l'idée de perfection des Grecs, on l'a reprise et on ne voulait pas toucher à ça. Hmm. Et donc c'est pour ça que par une espèce entre guillemets d'interdit religieux, on pourrait dire, ce qui est relativement vrai. Et alors quand vous tombez dans d'autres secteurs, ben, les gens ont dit mais non, nous on peut imaginer. Alors ça nous a donné après l'idée au moment où on s'est séparé de la religion, ben, au moment de la révolution scientifique, il était devenu possible d'imaginer autre chose. C'est pour ça que ça a avancé très vite à partir du moment où on s'est libéré. Et le Big Bang en fait. euh, je ne peux pas le démontrer, mais d'une certaine façon, il a tellement d'analogies avec la genèse du Hmm. monothéisme Hmm. chrétien et judéo-chrétien on est frappé quand même. C'est-à-dire, on s'est amusé dans le livre justement à découper en sept étapes le Big Bang comme les 7 jours de la création. Et vous avez effectivement un truc linéaire. Il y a une création dont on ne connaît pas l'origine. Évidemment, on ne peut pas expliquer la création. Donc, on la remet à quelque chose d'autre. Donc, qu'y a-t-il avant le Big Bang? J'adore ces questions-là, puis on ne sait même pas si le Big Bang existait, mais on se Hmm. pose déjà la question, qu'y a-t-il avant le Big Bang? Et puis après, on fait un certain nombre d'étapes, c'est linéaire, ça va jusque à l'aboutissement de la Terre et de la vie sur Terre. Et ça ne remet en cause aucune de vos convictions si vous avez été éduqué dans un système effectivement judéo-chrétien. Ça marche très bien. C'est pour ça que, en fait, on n'est pas très satisfait de le remettre en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quand même un substrat idéologique un petit peu là-dessous. Tout à fait. C'est ce que moi j'appelle le facteur humain, c'est que on est fait de telle sorte qu'on aime les belles histoires, les beaux récits linéaires qui ont un point de départ et puis qui arrivent, alors, de préférence à nous, c'est quand même plus glorifiant pour notre personne, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors que déjà, effectivement, on sait que c'est faux puisque nous sommes qu'une petite étape dans la longue histoire de la Terre et de l'univers et il y aura certainement bien d'autres choses après les humains. Mais c'est quand même une histoire qui est très plaisante pour le cerveau humain.
Oui, oui, et donc, alors moi je pense que c'est légitime de se raconter les histoires, parce qu'en fait finalement c'est notre façon de confronter notre intelligence, qui est minime, mais qui est comme ça, avec tout ce qui nous entoure. Hmm. Ça c'est toujours fait, hein, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les récits cosmogoniques, c'est d'ailleurs pour ça qu'à la suite de ça, on va faire paraître, moi je suis le seul auteur de ce livre-là, un récit sur les cosmogonies anciennes et le parallèle qu'on fait avec le Big Bang. Et parce que j'ai trouvé aussi que c'était très instructif de comparer comment, et là je suis sorti de la sphère uniquement gréco-latine, etc. J'ai exploré différentes parties du monde pour raconter des histoires qui ont été racontées pendant des milliers d'années ou des Hmm. centaines d'années dans différentes cultures, et pour montrer que c'est la même démarche que nous. Ils partent avec des intuitions, des connaissances de processus, la lumière, la matière, etc. Et ils dressent une histoire. Et c'est convaincant et ça fait sens dans une société. Si nous sommes tous d'accord sur une histoire, c'est bien. C'est-à-dire, c'est ce qui nous unit d'une certaine façon. Et Dieu sait si le ciel, il unit effectivement Hmm. toute l'humanité, puisqu'on observe le même ciel. Et donc, moi, je ne suis pas contre qu'on raconte une histoire, mais il faut quand même la raconter le plus près de possible avec l'expérience que nous avons de la nature. Si nous la créons, cette histoire complètement ex nihilo, en dehors de la nature, et quand on parle d'énergie noire et matière noire qui n'existent pas, entre guillemets, dans la nature, qu'il faut imaginer que peut-être elle existe qu'uniquement ailleurs, là, nous racontons une histoire qui n'est pas intéressante, ni même pas intéressante pour l'homme en tant que son intelligence. Moi, ce qui me fascine, c'est comment on peut mettre notre intelligence au service d'une compréhension et la partager. On la partage, on partage ces récits cosmogoniques. Et donc, encore une fois, raconter une histoire, mais de façon convaincante par rapport à l'expérience de chacun d'entre nous. Alors, on a fait des progrès en imaginant qu'il y a des choses que nous ne concevons pas spontanément. Les phénomènes de dilatation du temps, de la réalité générale, c'est contre-intuitif. Il ne faut pas toujours travailler avec l'intuition. Mais l'intuition nous aide aussi à imaginer d'autres chemins. Et si on ne cultive pas cette intuition et ce regard critique sur la science, c'est certain qu'on va dans une impasse. C'est certain qu'on va dans une impasse. Ben écoutez, je crois que ce sera une très bonne conclusion à cet entretien, très riche justement, D'accord. hein. Merci beaucoup. Et effectivement, ça montre toute la richesse de la science, du débat qu'on peut avoir, et toute la richesse et la transversalité aussi de l'astronomie. Vous concluez justement sur les différentes cosmogonies, qui sera votre prochain ouvrage, et qui sera certainement très passionnant à lire justement. Et effectivement, quelque part, notre récit du Big Bang n'est qu'une sorte de cosmogonie supplémentaire. Je pense, c'est ça. C'est très intéressant de réaliser et c'est vraiment évident quand vous me mettez en comparaison. Voilà. Jean-Marc Bonnebido, merci beaucoup. Eh bien, merci et bonne continuation pour votre chaîne YouTube. Merci beaucoup. À très bientôt peut-être.